Ma sœur a couché avec mon fiancé lors de son enterrement de vie de garçon. J'ai découvert la preuve vidéo et j'ai disparu en silence. Ce qui s'est passé ensuite a brisé leur vie parfaite de manière irréparable. Je m'appelle Catherine, j'ai 30 ans, et j'ai découvert que ma sœur avait couché avec mon fiancé lors de son enterrement de vie de garçon. Avant de vous raconter comment cette découverte anéantissante a mené à l'annihilation systématique de leur vie parfaite, laissez-moi vous dépeindre le tableau de ce à quoi ressemblait mon monde, juste un mois avant le mariage que j'avais passé 2 ans à planifier. En apparence, ma vie était le rêve américain. J'avais une carrière solide en tant qu'analyste financière, un métier exigeant des mains sûres et un esprit vif, des qualités qui me définissent. Je possédais une maison modeste mais confortable, dans un quartier de banlieue correct. Et j'avais Ethan, l'homme à qui j'étais sur le point de promettre ma vie. Ethan était magnétique. C'est le seul mot pour le décrire. Il avait un rire qui pouvait captiver une pièce entière, et un sourire qui vous donnait l'impression d'être la personne la plus importante au monde. Nous étions ensemble depuis 6 ans, depuis notre rencontre à un barbecue chez des amis, où nous avions parlé pendant des heures près du brasero. Notre vie commune semblait écrite d'avance, mariage, un golden retriever, 2,5 enfants, et vieillir sur une balancelle de Porsche. Je n'étais pas seulement satisfaite de ce scénario, je le désirais ardemment. Mais chaque image lumineuse projette une ombre. Et l'ombre qui planait sur ma vie était ma jeune sœur, Jessica. Si j'étais la Terre, stable et fiable, Jessica était le soleil flamboyant autour duquel tout le monde orbitait. Elle était l'enfant prodige, portant ce titre avec une assurance désinvolte et exaspérante charmante, belle, traversant la vie avec un sourire gagnant et une confiance qui frisait l'arrogance. Tandis que je construisais ma vie brique par brique, avec un soin méticuleux, Jessica semblait trouver des châteaux entièrement formés qui l'attendaient. Mes parents étaient ses plus dévoués admirateurs, voyant son éclat comme du génie et ma compétence discrète comme juste de la discrétion. Les préparatifs du mariage étaient une véritable tempête d'activité. Ma vie est devenue un tourbillon de dégustation de gâteaux, de plans de table, et de conversations tendues sur les arrangements floraux. Le témoin d'Ethan, Marcus, était au centre de l'organisation de l'enterrement de vie de garçon. Marcus était un ami d'université d'Ethan, tout le contraire du soleil. C'était un pétard, bruyant et intense, quelqu'un qui se nourrissait du drame. Il a pris en charge l'enterrement de vie de garçon avec un enthousiasme inquiétant, promettant à Ethan une dernière nuit de chaos glorieux. Je me souviens de son sourire narquois en direction de Jessica lors d'un dîner de famille. « Ne t'inquiète pas, Jess », avait-il dit en lui faisant un clin d'œil. « Je m'assurerai que l'homme de ta grande sœur passe une nuit qu'il n'oubliera jamais. » J'aurais dû le voir, à la façon dont il l'a dit, à l'étincelle dans son regard. Mais j'étais une femme amoureuse, aveuglée par l'avenir radieux qui m'attendait à quelques semaines de là. Je leur faisais confiance. Ce fut mon erreur fondamentale. La nuit de la fête, j'ai profité du silence rare de la maison. Le lendemain, mercredi, j'ai quitté le travail 1 heure plus tôt. En arrivant dans mon allée, je l'ai vue. Une petite boîte élégante, posée sur mon paillasson. Enveloppée dans du papier craft, adressée simplement à Catherine. L'adresse de l'expéditeur était celle d'une imprimerie anonyme de la ville voisine. Une petite étiquette cadeau était collée sur le dessus, de la part de tes amis du travail. Félicitations. Cela semblait étrange. Mes collègues m'avaient déjà offert une carte cadeau lors de la fête du bureau, mais j'ai balayé cette pensée. J'ai pris le paquet à l'intérieur et l'ai posé sur le comptoir de la cuisine, suivant ma routine habituelle, trier le courrier, boire de l'eau. Mais la boîte semblait me fixer. Finalement, j'ai attrapé un couteau, j'ai coupé le ruban adhésif et je l'ai ouverte. À l'intérieur, nichée dans du papier de soie noire, se trouvait une seule clé USB. Un morceau de papier plié était collé sur son boîtier en plastique. Mes doigts étaient engourdis en le dépliant. 4 mots, imprimés en lettres capitales, nettes et impersonnelles, je pensais que tu devrais voir ça. Une terreur glaciale s'est installée dans mon estomac. Ce n'était pas un cadeau. C'était une arme. Mes mains tremblaient en me dirigeant vers mon bureau. Je me suis assise, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes, comme un oiseau pris au piège. J'ai branché la clé sur mon ordinateur portable. Un seul fichier vidéo est apparu à l'écran, avec un nom de fichier composé d'un méli-mélo de lettres et de chiffres. Je l'ai regardé fixement pendant 1 minute entière, une guerre faisant rage en moi. Une partie de moi hurlait de le jeter, de préserver mon ignorance. Mais la plus grande partie, l'analyste,
l'observatrice, avait besoin de voir la vérité. J'ai double-cliqué. Mon monde ne s'est pas simplement effondré. Il a été défait, démantelé, pièce par pièce, à la lueur vacillante de l'écran. La vidéo était tremblante, filmée avec un téléphone dans un bar bruyant et bondé. Je pouvais entendre le rire aigu de Marcus derrière la caméra, les encourageant. Puis je les ai vus. Mon fiancé, Ethan, les cheveux en désordre, le visage rouge d'alcool et d'excitation, et ma sœur, Jessica, ses bras enroulés autour de sa taille, le serrant fort contre elle. Il riait, criait par-dessus la musique. Et puis, elle s'est penchée et l'a embrassé. Ce n'était pas un baiser d'ivrogne. C'était profond, dévorant, plein d'une faim désespérée et hideuse. La caméra a zoomé, capturant chaque détail accablant. La vidéo continuait, montrant d'autres trahisons qui se sont gravées sur mes paupières. Le son assourdissant du bar s'est estompé, remplacé par un rugissement dans mes propres oreilles. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté mon ordinateur portable contre le mur. Je suis resté assise là, mon corps se transformant en glace, tandis que la femme que j'étais, la Catherine heureuse, confiante, tournée vers l'avenir, se vidait de son sang sur le sol de mon bureau. Le chagrin fut un coup physique. La rage, une nova incandescente. Puis, tout a disparu. La tempête est passée, laissant un silence profond, terrifiant, puissant. Une clarté glaciale s'est installée en moi. J'ai éjecté la clé USB, son plastique chaud contre ma peau froide. On aurait dit du plutonium, petit, mais capable d'une immense destruction. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai créé un nouveau dossier crypté nommé simplement en conséquence, et j'ai copié le fichier vidéo. Le plan n'était pas encore entièrement formé, mais je connaissais son but. Ils avaient construit leur monde sur ma confiance, ma stabilité, mon amour discret. Ils avaient utilisé mon cœur comme terrain de jeu. Eh bien, la récréation était terminée. J'étais sur le point de leur apprendre le sens du mot conséquence. Avant de pouvoir comprendre la froide précision de mes prochains gestes, vous devez comprendre les 30 années de petit bois qui ont nourri ce feu. Ma réaction n'était pas seulement une question d'infidélité, c'était une vie entière à être le second rôle dans le film de quelqu'un d'autre. J'avais 10 ans quand j'ai voulu un télescope haut de gamme pour mon anniversaire. J'avais passé des mois à lire des livres d'astronomie, à dessiner des cartes du ciel, à rêver de voir les anneaux de Saturne. J'ai laissé des indices pendant des semaines. Mes parents souriaient et hochaient la tête. Le matin de mon anniversaire, j'ai déballé mon cadeau. C'était un télescope, oui, mais un modèle en plastique bon marché d'un grand magasin. Merci, ai-je marmonné, cachant ma déception. Il est super. Mon père m'a tapoté l'épaule. C'est ma fille pratique. Pas besoin de fioritures. Un mois plus tard, c'était l'anniversaire de Jessica. Elle avait 2 ans de moins, mais avait toujours agi comme l'aînée. Elle avait décidé de devenir une rockstar, tapant sur une raquette de tennis pendant une semaine. Mes parents lui ont acheté une guitare électrique toute neuve et un puissant amplificateur qui faisait trembler la maison, coûtant 3 fois plus cher que mon télescope. Mon père rayonnait pendant que Jessica produisait d'horribles crissements. C'est ma fille, l'artiste. Il faut nourrir ce genre de passion. Je suis resté dans ma chambre ce soir-là, avec mon télescope fragile, incapable même de trouver clairement la lune, écoutant la cacophonie en bas. J'ai appris une leçon fondamentale, mes passions tranquilles étaient des passe-temps, ces caprices passagers étaient de l'art. Cette dynamique n'a fait qu'empirer avec l'âge. Avance rapide jusqu'à la remise des diplômes universitaires. J'ai servi des tables pendant 4 ans, minimisant mes prêts étudiants, et j'ai obtenu mon diplôme avec la mention magna cum laude en finance. Mon dîner de remise de diplôme a eu lieu dans un restaurant de chaîne. Mon père a levé un verre de bière. À Catherine, a-t-il dit aimablement, mais sans enthousiasme. Toujours une grande travailleuse. Nous sommes fiers de toi. Maintenant, ne soyons pas en retard. Tout le monde doit être en forme pour le grand jour de Jessica ce week-end. La cérémonie de remise des diplômes de Jessica le week-end suivant, elle avait à peine réussi avec une moyenne de C en marketing commercial, a été traitée comme une fête nationale. Salon privé dans le meilleur restaurant de la ville. Ballons, toasts interminables. La pièce maîtresse était garée à l'extérieur, une décapotable rouge cerise rutilante, avec un énorme nœud. Jessica n'avait pas l'air surprise. Elle s'est contentée de sourire, a tapoté le toit et a dit « Il était temps ». Le bras de mon père a entouré les épaules de Jessica,
sa voix tonitruante pour que tout le restaurant l'entende. Voici ma fille, la femme d'affaires. Elle a un instinct de tueuse. Elle va conquérir le monde. Je me tenais à l'écart, sirotant un champagne éventé, le sentiment d'invisibilité presque physique. Ce n'était pas la voiture. C'était la disparité flagrante. Son potentiel était un investissement, mes réussites étaient des points sur une liste. Le monde professionnel n'a pas été différent. Plusieurs années après le début de ma carrière, j'ai identifié une opportunité de niche dans les contrats à terme sur l'énergie durable, en développant une stratégie d'investissement complète. C'était innovant, bien documenté, et j'en étais immensément fier. J'ai fait l'énorme erreur de le partager avec mon père lors d'un barbecue dominical. Il a semblé sincèrement impressionné. Waouh, Catherine, c'est vraiment très intelligent. Le week-end suivant, mon père a fait une annonce au dîner de famille. Tout le monde, une nouvelle excitante. Jessica a décidé de se diversifier, en lançant un nouveau projet d'investissement. Mon sang s'est glacé. Jessica s'est levée, présentant une version bâclée et simplifiée de mon plan comme étant le sien. Elle se trompait dans la terminologie, ne pouvait pas répondre aux questions de base, mais l'idée centrale était indubitablement la mienne. Mes parents et Ethan la regardaient avec des étoiles dans les yeux. « Oh, Jessica, c'est brillant !» s'est exclamée ma mère. « Tu as toujours eu une tête formidable pour les affaires. » J'ai regardé Ethan d'un air suppliant, mais il a juste souri, m'a serré la main et a murmuré « C'est incroyable à quel point ta famille est ambitieuse. Vous êtes toutes les deux si talentueuses. » C'était un coup de poignard. Il n'ignorait pas seulement le vol, il le normalisait, absorbant ma réussite dans la mythologie collective des incroyables filles Patterson, où Jessica était présidente et où j'étais, apparemment, le département de recherche silencieux. Seule ma meilleure amie, Sarah, voyait clairement la vérité. Après ce dîner, j'ai conduit jusqu'à son appartement, la colère et l'humiliation me rendant physiquement malade. Elle n'a eu qu'à regarder mon visage pour savoir. « Laisse-moi deviner », a-t-elle dit en me tendant une bière. Jessica vient d'inventer quelque chose d'incroyable qui te semblait vaguement familier. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Catherine, tu dois arrêter de leur donner ton or, a-t-elle dit fermement. Ils ne le valorisent pas. Ils le fondent juste pour faire un autre trophée pour son étagère. Ils ne méritent pas ton génie. Elle avait raison. Mais c'était ma famille. Comment fait-on pour simplement arrêter? Il y avait une autre personne qui comprenait, mon grand-père. C'était un charpentier, un homme de peu de mots mais d'une profonde sagesse. Avant de décéder quand j'avais 25 ans, il m'a donné un conseil plus précieux que n'importe quel héritage. Dans la chambre d'hôpital, il avait fait sortir mes parents et une Jessica agitée, voulant me parler seule. Sa main, rugueuse d'une vie à façonner le bois, a serré la mienne avec une force surprenante. « Catherine » a-t-il râlé, les yeux clairs et perçants. « Ton père est un homme bon, avec un bon cœur, mais pour ce qui est de la valeur, il est aveugle. Il voit le clinquant, pas la substance. Toi, tu as mon œil pour ça. Tu vois le grain du bois. » Il a fait une pause, prenant une respiration rauque. « Prends soin d'eux, c'est ta famille. Mais écoute-moi bien. Prends soin de toi d'abord. Ne les laisse jamais te faire sentir petite. N'ose jamais les laisser oublier ce que tu vaux. » J'ai essayé d'honorer les deux parties de son souhait. J'ai pris soin d'eux, d'une manière qu'ils ne pouvaient pas comprendre. J'ai pris le petit héritage qu'il m'a laissé et je l'ai fait fructifier. Quand mes parents m'ont demandé de revoir leur épargne retraite, je n'ai pas seulement regardé, j'ai pris les choses en main en silence, transformant leur flaque d'eau en un petit lac, devenant leur ange gardien financier sans chercher de reconnaissance, car cela maintenait la paix. Assise dans ma voiture, sur cet air de repos désolé à des heures de chez moi, la vidéo accablante tournant en boucle dans ma mémoire, tous ces fantômes sont revenus. Le télescope bon marché, l'idée volée, les dernières paroles de mon grand-père. Il ne s'agissait pas seulement qu'Ethan ait couché avec Jessica. Il s'agissait d'eux, collectivement, prenant le travail de ma vie, mon dévouement discret, ma valeur même, et le traitant comme rien. La douleur était un poids physique dans ma poitrine. Mais il y avait autre chose aussi, une étrange légèreté. Le fardeau d'être la bonne fille, la pacificatrice, s'était levé. Ils avaient finalement poussé trop loin, me rappelant le second commandement de mon grand-père, « Prends soin de toi d'abord ». J'ai pris mon téléphone prépayé, j'ai fait défiler les noms de ma famille, chacun un monument au passé que je quittais,
et j'ai trouvé le nom de Sarah. Elle a répondu immédiatement. Salut, ça va? C'est fini, ai-je dit, ma voix appartenant à une étrangère. Tout. Où es-tu? A-t-elle demandé, sa voix un point d'ancrage stable. Je conduis. Je ne sais pas encore où, mais je suis parti. D'accord, a-t-elle dit calmement. Sois prudente. Appelle quand tu arrives quelque part. On trouvera une solution pour le reste. J'ai raccroché, j'ai sorti mon vrai téléphone, je l'ai éteint, et j'ai cassé la carte SIM en deux. Le petit craquement fut satisfaisant. La fuite était réelle, et la guerre avait commencé. Les premières 24 heures furent un cours magistral de démolition contrôlée. Je me suis terré dans un motel quelconque, achetant un nouveau téléphone prépayé et un ordinateur portable bon marché avec de l'argent liquide. Le sommeil était impossible. Au lieu de ça, je suis resté assis sous la lumière fluorescente bourdonnante, alimentée par un café amer et une rage clarifiante. Mon premier objectif, démanteler le mariage. C'était la façade publique de notre vie commune, le symbole de l'avenir qu'ils avaient profané. Il devait brûler en premier. J'ai accédé à notre dossier partagé contenant le tableur du mariage et j'ai commencé à passer des appels. La coordinatrice du lieu de réception, Brenda, a répondu joyeusement. Bonjour. C'est Catherine Patterson. J'appelle au sujet du mariage Patterson-Williams prévu pour le mois prochain. Oh, mademoiselle Patterson, nous sommes si excités. Il y a eu un changement de programme, Brenda. Nous devons annuler. Un silence, épais de confusion. Annuler? Mais nous avons dépassé la date limite pour les remboursements complets. Tout va bien, ai-je menti doucement. Des circonstances imprévues. Je comprends que la compte n'est pas remboursable, mais le second versement devrait être remboursable avec une pénalité. Veuillez le traiter sur le compte suivant. Je lui ai donné les détails d'un nouveau compte intraçable que j'avais ouvert ce matin-là. Elle a bafouillé, s'est excusée et a accepté. Un appel de fait. Le premier domino tombait. Suivant, photographe, traiteur, orchestre, fleuriste. L'appel à la pâtisserie était presque comique. Vous voulez annuler le gâteau Amour éternel, a demandé le pâtissier, personnellement offensé. C'est exact, ai-je dit. L'amour éternel est officiellement mort. À chaque appel, je sentais des morceaux de mon ancienne vie être enlevés chirurgicalement, un vide douloureux. Mais chaque amputation apportait une étrange sensation de pouvoir. Je n'étais plus une victime de leur histoire, j'étais l'éditrice, coupant les personnages qui ne servaient plus l'intrigue. En milieu d'après-midi, les ondes de choc ont atteint leur cible. Mon téléphone prépayé, dont le numéro n'avait été donné qu'à Sarah, a commencé à vibrer. Un texto de Sarah, c'est un cyclone de catégorie 5 ici. Ethan a appelé 5 fois, hystérique. Jessica a laissé un message vocal incohérent. Tes parents ont appelé mes parents. Ils disent à tout le monde que tu as fait une dépression nerveuse. Un rire amer m'a échappé. Une dépression nerveuse. C'était tellement eux, de présenter mon départ comme une faiblesse plutôt qu'une conséquence de leurs actions. Qu'ils le fassent. La vérité a une façon de clarifier les choses. Il était temps de déployer la vérité. J'ai composé un nouvel email. Objet, voici pourquoi je suis parti. À mes amis, je sais que beaucoup s'inquiètent ou ont entendu des rumeurs. Je n'ai pas fait de dépression. J'ai eu une révélation. Je suis désolé que vous deviez voir ça, mais vous méritez la vérité. Sous le texte, j'ai joint le fichier vidéo. Aucune autre explication n'était nécessaire. La vidéo parlait d'elle-même. Je l'ai envoyée à 5 amis communs soigneusement sélectionnés, des personnes honnêtes, loyales, et discrètement influentes. C'était une bombe à retardement numérique, et je venais de régler le minuteur. Quelques heures plus tard, Sarah a envoyé la confirmation, une capture d'écran de la conversation de groupe des témoins du mariage. Une demoiselle d'honneur inquiète avait demandé à Marcus ce qui s'était passé à la fête. La réponse de Marcus était un chef-d'œuvre d'innocence feinte, OMG les gars, c'était horrible. Ethan a tellement bu et il s'est jeté sur Jessica. J'ai essayé de l'éloigner, mais il était complètement hors de contrôle. Je me sens tellement mal pour Catherine. Mon cœur est brisé pour elle. Mais Sarah a envoyé une deuxième capture d'écran, d'un témoin de confiance qui avait vu un message privé sur le téléphone de Marcus, de la part de Jessica, la nuit après la fête. Il avait été tellement dégoûté qu'il l'avait photographié,
j'espère que tu t'es autant amusé que moi en regardant. Clin d'œil, il ne mérite pas une fille géniale comme elle. Tu sais qui le mérite. Les pièces du puzzle se sont assemblées. Marcus n'avait pas seulement filmé l'événement, il l'avait produit. Il avait saoulé Ethan, l'avait poussé vers Jessica, et avait créé le scandale dont il prétendait maintenant être horrifié. Cette clé USB n'était pas accidentelle. C'était une arme, délibérément placée pour que je la trouve. Il voulait réduire la vie d'Ethan en cendres, non pas pour moi, mais pour sa propre chance de conquérir Jessica. Le terrain social étant préparé, il était temps de porter le coup final, le plus dévastateur, les parents d'Ethan, les Williams. C'étaient des gens bons, honnêtes, mais leurs valeurs étaient taillées dans la pierre d'un autre temps, profondément religieux, extrêmement discrets, privilégiant l'honneur et l'intégrité familiale avant tout. Ils m'aimaient, me voyant comme la femme stable et fiable qui offrirait à leur fils unique une vie sûre et respectable. Ils étaient sur le point d'apprendre que cette vision était un mensonge. C'était le point de non-retour, le geste qui ne mettrait pas seulement fin à un mariage, mais qui ferait exploser le cœur du monde d'Ethan. J'ai hésité, le doigt planant au-dessus du bouton envoyé pendant ce qui a semblé des heures. L'ancienne Catherine hurlait d'arrêter. C'était trop cruel, cela leur briserait le cœur et l'anéantirait. Puis j'ai fermé les yeux et la vidéo s'est déroulée. J'ai vu le visage rieur de Jessica alors qu'elle me trahissait. J'ai vu la trahison arrogante de mon fiancé. J'ai entendu la voix de mon grand-père, n'ose jamais les laisser oublier ce que tu vaux. Je me suis souvenu de la photo sur ma table de chevet, de notre voyage d'anniversaire au lac, nous deux souriants, une image du bonheur. Cette femme sur la photo était une idiote. Confiante, aimante, naïve. Elle était morte. Je devais honorer sa mort en vivant dans la vérité. Une seule larme a coulé sur ma joue, la dernière que je verserai jamais pour Ethan ou notre supposée vie. Je l'ai essuyée, la mâchoire serrée comme du béton. Objet, la vérité sur le mariage. Monsieur et Madame Williams, je vous écris avec le plus profond regret. J'annule notre mariage. La raison se trouve dans la vidéo ci-dessous. Je suis désolé que vous deviez voir cela, mais vous méritez de connaître le vrai caractère de la femme avec qui votre fils était, et son vrai caractère à lui. J'ai inclus le lien de la vidéo et j'ai joint une copie de notre récent formulaire d'admission en thérapie de couple, montrant que nous travaillions sur notre communication, un message subtil mais clair sur les efforts que j'avais investis dans notre relation. J'ai pris une grande inspiration et j'ai cliqué sur envoyer. Le léger whoosh fut le son le plus fort que j'ai jamais entendu, le son d'un pont qu'on dynamite, d'un monde soigneusement construit qui se transforme en cendres. La tempête était entièrement déchaînée. Je n'avais aucune idée de ce à quoi ressembleraient les décombres, mais je savais que je ne serais pas enseveli dessous. Les jours qui ont suivi furent d'un silence discipliné de ma part. Depuis ma chambre de motel stérile, je regardais la tempête numérique, avec Sarah comme météorologue. Ces textos étaient mon seul lien avec ma vie incinérée. Les Williams sont passés en mode silence radio. Ethan appelle sans arrêt, ils ne répondent pas. Il est allé chez eux, ils n'ont pas ouvert la porte. C'est plus effrayant que des cris. Tes parents sont en mode gestion de crise. Ton père dit à tout le monde que tu es instable. Jessica a essayé de lancer l'idée que la vidéo était un deepfake. Ça n'a pas marché, trop de gens étaient là. Mais je ne me cachais pas seulement, en regardant les incendies brûler. Ça, ce serait passif. L'ancienne Catherine était passive. La nouvelle Catherine était une bâtisseuse. Tandis que leur monde implosait, je posais les fondations du mien. J'ai appelé mon patron, le PDG, Monsieur Davis, un homme redoutable dans la soixantaine, aussi tranchant que l'acier, avec une aversion innée pour les absurdités. Il valorisait la loyauté et les résultats. J'avais toujours donné les deux. Catherine, a-t-il répondu sèchement. Mon assistante m'a dit que vous preniez un congé personnel. J'espère que tout est en ordre. Une urgence familiale importante, monsieur. Le mariage a été annulé. J'aurai besoin de 2 semaines pour gérer les retombées, mais je tiens à vous assurer que mon travail n'en souffrira pas. J'ai préparé des plans de secours pour la revue trimestrielle. Je suis désolé d'apprendre ça. Une rupture de fiançailles est terrible. Prenez le temps qu'il vous faut. Votre travail a toujours été de première qualité. Si l'entreprise peut vous aider, n'hésitez pas, c'était mon ouverture. En fait, monsieur, cette situation a forcé une restructuration de mes actifs personnels. Elle a mis en lumière où se situent mes véritables forces,
bien au-delà de ma description de poste actuelle. Vraiment? L'intérêt colora sa voix. Intriguant. Quand vous serez de nouveau sur pied, déjeunons ensemble. Je serais intéressé par vos réflexions. L'adrénaline m'a parcouru, le sentiment de contrôle. Je ne réagissais pas seulement au passé, je construisais un avenir qu'il ne pourrait pas toucher. Mais le passé m'a rattrapé. Mon téléphone a vibré avec une alerte email de mon service de surveillance de crédit, alerte de nouvelles demandes de crédit. Quelqu'un avait tenté de vérifier ma solvabilité en utilisant mon numéro de sécurité sociale. Le lieu de la demande, ma ville natale. Jessica. Bien sûr. Elle avait probablement convaincu quelqu'un qu'elle était moi, essayant de suivre mon activité financière. Elle me chassait. J'ai fait mes valises et je suis parti en 3 minutes, le cœur battant à tout rompre pendant que j'appelais Sarah. Elle essaie de me trouver. Je dois disparaître complètement. J'ai un endroit, a dit Sarah instantanément. L'ancien chalet de ma famille dans les Berkshire Hills, au Massachusetts. C'est primitif, pas de réseau, un Wi-Fi à peine fonctionnel. Personne n'y est allé depuis des années. Je t'envoie les coordonnées par texto. Le trajet vers le nord a été tendu pendant des heures, chaque voiture dans mon rétroviseur me semblant une menace. Le chalet fut un salut, une forteresse de solitude au fin fond des bois, sentant le pin et les vieux souvenirs. Pendant 2 jours, j'ai respiré. Le silence était absolu, à l'exception du vent dans les grands arbres. Je me sentais en sécurité. Cette sécurité a volé en éclats le 3e jour, avec le crissement de pneus sur le gravier. Je me suis figé, j'ai attrapé le tisonnier en fer à côté de la cheminée froide, et je me suis aplati contre le mur près de la porte. Une portière de voiture a claqué. Une voix familière a appelé, « Catherine, c'est moi, Tom. » Sarah lui avait dit où j'étais. Elle était inquiète. Tom, mon cousin, la Suisse de la famille, toujours neutre. J'ai ouvert la porte avec précaution. Il se tenait là, son visage masqué par une inquiétude sincère. « Je n'arrive pas à y croire, » a-t-il dit en entrant. « Ce qu'ils ont fait est impardonnable. Toute la famille est en plein chaos. » Pendant 1 heure, il a parfaitement joué son rôle, me laissant parler, écoutant, hochant la tête de manière appropriée, validant ma colère et ma douleur. Il m'a fait sentir que j'avais un allié, un pont vers la normalité. Puis il a fait son mouvement, se penchant en avant avec une expression sérieuse de négociation. « Écoute, Catherine, j'ai parlé à ton père. Il est anéanti. Ta mère n'arrête pas de pleurer. Ils sont dévastés. » Il a fait une pause. Ce que Jessica et Ethan ont fait est monstrueux. Aucune excuse. Mais toi, en adoptant la politique de la terre brûlée, en étalant le linge sale de la famille aux yeux du monde. Ça détruit la réputation de la famille. Le nom de tes grands-parents. Les gens parlent. C'est une humiliation publique. Je l'ai regardé fixement, ma main se resserrant sur le tisonnier. L'humiliation. Cela a résonné dans le chalet silencieux. Ce dont nous avons besoin, a-t-il poursuivi d'un air de conspirateur, c'est de contenir ça. De le gérer en interne. Tu dois rentrer à la maison. Nous aurons une grande réunion de famille. Jessica s'excusera à genoux s'il le faut. Toi et Ethan, vous pourrez régler ça. Mais la clé est de présenter un front uni au monde. De faire taire les ragots, pour le bien de la famille. Pour le bien de la famille, pas le mien, pas la justice. Pour l'image, pour sauver la face, pour éviter un désagrément social. Il n'était pas un allié. C'était un agent de relations publiques, dépêché par mon père pour me convaincre d'enterrer mon intégrité pour leur confort. Une personne de plus me disant que ma profonde douleur était secondaire à leur statut social. Le dernier fil fragile me reliant à cette famille s'est rompu. Ma détermination, tempérée par l'espoir, était maintenant trempée dans la glace, se durcissant en quelque chose de tranchant et d'incassable. Tu devrais y aller, Tom, ai-je dit, ma voix étrangement calme. Catherine, réfléchis-y et j'y ai réfléchi, les jeux interrompus. Une idée froide et brillante m'a traversé l'esprit. Et tu as raison. La réunion est une excellente idée. Tu peux dire à mon père que je serai là. J'ai des choses que j'aimerais discuter en face à face. Le soulagement a envahi son visage. Il pensait avoir gagné. Fantastique. C'est la bonne décision. Il est parti, rayonnant presque,
convaincu de sa victoire diplomatique. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait d'accomplir. Il n'avait pas ramené la fille prodigue à la maison, il avait livré à l'ennemi une invitation à leur exécution. Le salon de la maison de mon enfance ressemblait au décor d'une tragédie, l'air épais d'accusations inexprimées et de l'odeur entêtante du pot pourri de ma mère. Je n'y avais pas mis les pieds depuis ce qui semblait une éternité, et pourtant, rien n'avait changé. Le même portrait de famille, sourire forcé et malhonnête, la même horloge de grand-père, son tic-tac marquant le temps vers un jugement qu'elle ne pouvait prévoir. Ils étaient tous là, un jury de mes tortionnaires. Mon père, dans son fauteuil en cuir aux allures de trône, le visage masqué par une déception sévère. Ma mère, perchée sur le bord du canapé, l'image d'une matriarche en deuil, un mouchoir serré à la main. Ethan, assis à côté d'elle, pâle et diminué, le fantôme de l'homme vibrant que je projetais d'épouser. Jessica, arpentant la pièce comme une panthère en cage, son assurance disparue, remplacée par un désespoir brut et nerveux. Mon cousin Tom, debout près de la cheminée, compte de lui, l'autoproclamé artisan de la paix. Je me suis dirigé vers le fauteuil vide faisant face à mon père, celui réservé aux invités, et je me suis assise. J'ai posé un mince portefeuille en cuir noir sur la table basse entre nous. Le silence s'est étiré, lourd et suffocant. Mon père s'est désigné porte-parole. Catherine, merci d'avoir enfin vu la raison. Ce spectacle public a assez duré. Tu as causé à cette famille beaucoup de douleur et d'embarras. J'ai croisé son regard, mon expression indéchiffrable. L'embarras. C'est ce que vous pensez de ma douleur, un inconvénient. Ce que ta sœur a fait était une erreur, a interjeté ma mère, sa voix s'élevant avec indignation. Une erreur stupide, dit Vrogne. Mais les familles pardonnent. On ne déchire pas une famille pour une seule erreur. Ethan a pris la parole, se lançant dans un récit larmoyant clairement répété. Catherine, je suis tellement désolé. Je n'étais pas moi-même cette nuit-là. Marcus n'arrêtait pas de me donner des verres. Et Jessica. C'est juste arrivé. Mais je t'aime. Je t'ai toujours aimé. On peut surmonter ça. Jessica a finalement cessé de faire les 100 pas, passant ses mains dans ses cheveux parfaitement décoiffés. Elle m'a regardé avec un appel désespéré, mais sans remords sincère, seulement une peur primaire de la conséquence. J'ai merdé, Kat. D'accord ? J'ai vraiment merdé. J'ai été une idiote. Je ferai n'importe quoi pour arranger les choses. Dis-moi juste quoi faire. J'ai laissé leur symphonie d'excuses s'estomper dans le tic-tac de l'horloge. J'ai examiné leur visage, un par un. Ils ne me voyaient pas. Ils voyaient un problème à gérer, une variable incontrôlable perturbant leur équation confortable. Je me suis penché en avant, lentement, et j'ai ouvert le portefeuille. Je ne suis pas ici pour discuter de la vidéo, ai-je dit. Une onde de choc a parcouru la pièce. Ce n'était pas la confrontation à laquelle ils s'étaient préparés. Nous savons tout ce qu'il y a dessus. Je suis ici pour parler affaires. Affaires de famille. J'ai fait glisser un document épais, relié professionnellement, sur la table polie, s'arrêtant juste devant mon père. Reconnaissez-vous cela ? Il l'a pris, le front plissé en lisant la page de garde, le trust familial Patterson. Qu'est-ce que c'est ? Ça, ai-je dit, ma voix froide et dure comme le granit, c'est l'entité juridique que j'ai créée il y a 5 ans, conçue pour gérer vos économies de retraite qui croupissaient dans un compte d'épargne, rapportant un pathétique 0,5% par an. Je l'ai conçue pour faire fructifier cet argent, pour construire une forteresse vous protégeant tous les deux dans vos vieux jours. J'ai déplacé mon regard vers Jessica, qui fixait maintenant le document comme un serpent venimeux. C'est le fonds dans lequel tu as librement puisé pour tes projets d'investissement. Le fonds qui a payé le leasing de cette voiture dont tu es si fier. La mâchoire de Jessica s'est décrochée. Mon père a regardé du document à moi, la confusion luttant contre l'incrédulité. De quoi parles-tu ? Jessica s'occupe de nos investissements. Elle a un talent naturel, elle a fait un travail fantastique. Un petit sourire amer a effleuré mes lèvres. Non. Jessica était listée comme bénéficiaire, avec des privilèges de retrait limités, nécessitant ma signature. Des signatures que j'ai bêtement données à chaque fois qu'elle a demandé. J'étais la fondatrice, la fiduciaire, et l'unique gestionnaire. J'ai passé d'innombrables nuits et week-ends, de montants non rémunérés, à faire des transactions, à analyser les marchés,
transformant votre investissement initial de 60 000 € en les 750 000 € qu'il vaut aujourd'hui. Le chiffre est tombé dans la pièce silencieuse comme un rocher dans un étang calme. Ma mère a laissé échapper un hoquet étranglé. Les yeux d'Ethan se sont écarquillés, avec un nouveau calcul terrifiant. Mon père est revenu à sa programmation de toujours, le déni et le mépris. Il a ri, d'un son court et aboyant. Ne sois pas absurde, Catherine. Tu es une analyste junior dans une firme du centre-ville. Que saurais-tu de la gestion d'un tel portefeuille? C'était le moment, celui que j'avais rejoué 1000 fois, le précipice. Tu as absolument raison, papa. Je ne suis qu'une analyste junior. Peut-être devrais-tu demander un deuxième avis, à mon mentor. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tapoté l'écran. L'immense écran plat au-dessus de la cheminée s'est allumé. Je m'étais connecté via mon point d'accès dès mon arrivée. Le visage sévère et professionnel de Monsieur Davis a rempli l'écran, assis derrière son grand bureau en acajou. Monsieur Davis, merci de prendre le temps de vous joindre à nous. Pourriez-vous clarifier pour ma famille la nature de notre relation de travail et mon rôle au sein de la firme? Monsieur Davis a regardé directement dans la caméra, son regard perçant. Bonjour, Catherine. C'est un plaisir. À la famille Patterson, permettez-moi d'être clair. Catherine n'est plus une analyste junior dans l'esprit depuis 3 ans. Elle est ma protégée personnelle, l'un des esprits financiers les plus vifs que j'ai rencontrés en 40 ans de carrière. Elle gère un fonds à haut rendement et à haut risque pour certains cadres supérieurs. Ces rendements ont été extraordinaires. Quand elle a mentionné qu'elle gérait un petit trust familial à titre gracieux, je n'ai pas été surpris. C'est dans son ADN. La couleur a quitté le visage de mon père, comme si on avait tiré une prise. Ma mère regardait l'écran, la main sur la bouche. J'ai fouillé dans le portefeuille, j'ai sorti une seule feuille et je l'ai fait glisser sur la table. C'est une copie des statuts du trust, papa. Article 4, section 2. Je l'ai surligné. La clause de moralité. La main de mon père a tremblé en tendant la main vers le papier. J'ai récité de mémoire, ma voix un glas funèbre, le trust et tous les actifs y afférents seront immédiatement et irrévocablement dissous, tous les actifs revenant à la propriété unique et exclusive de la fondatrice, Catherine Patterson, dans le cas où un membre de la famille immédiate ou son fiancé se livrerait à une turpitude morale grave, y compris, mais sans illimité, l'infidélité, une activité criminelle, ou tout acte portant publiquement atteinte à l'honneur de la famille. Je me suis penché en arrière, laissant les mots s'imprégner. La vidéo était la preuve de la turpitude morale. L'envoyer à nos amis et aux Williams a rendu cette honte publique. Le contrat est rompu. Vous l'avez rompu. Je me suis tourné vers l'écran. Alors, Monsieur Davis, comme nous en avons discuté ce matin, les papiers de dissolution ont-ils été déposés? Ils l'ont été, Catherine. À 9h05 ce matin, le trust familial Patterson a officiellement cessé d'exister. Tous les actifs, totalisant 742 384 € et 72 centimes d'euros, ont été transférés sur un nouveau compte de patrimoine privé sous votre seul contrôle. La boule de démolition n'avait pas seulement frappé la maison, elle en avait pulvérisé les fondations. Mon père m'a regardé, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson, mais aucun son n'en sortait. Toute sa suffisance, toute son autorité patriarcale avait disparu, laissant un vieil homme terrifié et déconcerté. Ma mère pleurait ouvertement, non pas pour la douleur de sa fille, mais pour sa sécurité perdue. Ethan regardait avec une horreur pure, réalisant qu'il n'avait pas seulement trompé sa fiancée, il avait jeté un billet de loterie gagnant, d'une valeur de millions en gains futurs. Jessica s'est finalement effondrée sur le canapé, enfouissant sa tête dans ses mains, son corps secoué de tremblements. Le soleil autour duquel ils avaient tous gravité s'était éteint, révélé n'être qu'un accessoire creux et doré, payé par la sœur qu'elle avait passé sa vie à essayer d'éclipser. Le pouvoir dans cette pièce n'avait pas seulement été réorganisé, il avait été conquis, et j'en étais la nouvelle reine. Monsieur Davis a parlé avec un dernier signe de tête bref. Catherine, je vous laisse à vos affaires de famille. Mon bureau vous contactera demain au sujet du nouveau fonds. Bon travail. L'écran est devenu noir. L'absence soudaine de sa présence autoritaire a rendu le silence plus lourd, comme un poids physique. Les seuls sons étaient le tic-tac frénétique de l'horloge et les pleurs fins et rauques de ma mère. Pendant une minute entière, personne n'a bougé ni parlé. La réalité de leur nouvel avenir appauvri était un gouffre ouvert à leurs pieds, et ils le regardaient, paralysés. Mon père, jamais à court de mots,
semblait rétréci dans son grand fauteuil en cuir. Il a regardé la télévision éteinte, puis le document inutile du trust, et enfin moi. Ses yeux étaient grands ouverts, emplis d'une confusion désespérée. Il ne regardait pas seulement sa fille, il regardait l'architecte de sa ruine. Tu ne peux pas. C'est notre argent, Catherine. Notre retraite, notre avenir. Non, ai-je dit, ma voix tranchant le silence, nette et finale. C'était votre argent. Plus précisément, votre capital de départ. J'ai été l'agricultrice qui a labouré la terre, planté la graine, et entretenu la récolte. Vous deviez être les bénéficiaires de la moisson, mais vous avez laissé les loups entrer dans le champ. Vous avez rompu le contrat. L'accord est annulé. Je me suis levé, le mouvement lent, délibéré, final. En un éclair, Ethan s'est levé du canapé, son visage un masque désespéré et strié de larmes. Il s'est jeté en avant et m'a attrapé le bras, ses ongles manucurés s'enfonçant dans ma manche. Son contact était répulsif, à la fois glace et feu. Catherine, s'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger ça. Je jure que je ne lui parlerai plus jamais. On peut encore se marier. On peut avoir cet argent, cette vie, notre vie. J'ai baissé les yeux sur sa main, cette main que j'avais autrefois rêvé de tenir pour toujours. Puis j'ai levé les yeux vers les siens. Il n'y avait pas d'amour là, pas de remords pour la douleur qu'il m'avait causée. Il n'y avait que la panique animale et brute d'un joueur qui vient de tout perdre sur un pari stupide et imprudent. Il ne me pleurait pas, il pleurait le style de vie que je représentais. J'ai détaché ses doigts de mon bras, un par un, comme si j'enlevais un parasite. Il n'y a pas de nous, Ethan, ai-je dit, ma voix douce mais dénuée de chaleur. Il n'y a pas de notre vie. Tu as fait ton choix dans ce bar, avec ma sœur. Ceci n'est que la conséquence. Je te souhaite sincèrement la vie que tu as méritée. Je lui ai tourné le dos et j'ai fait face à Jessica. Elle ne voulait pas croiser mon regard, toujours blottie sur le canapé, la tête dans les mains, une image d'apitoiement sur soi. Tu avais le monde, Jessica, ai-je dit, d'une voix neutre. Le monde, servi sur un plateau d'argent, un plateau que j'ai payé. Et tu as tout échangé contre un frisson de 5 minutes. J'espère que ça en valait la peine. Enfin, j'ai regardé mes parents. Ma mère a levé les yeux, son visage une carte routière de confusion et de trahison. Pourquoi? A-t-elle murmuré, la question un résumé de l'aveuglement volontaire de sa vie. Pourquoi ferais-tu ça? Pourquoi détruirais-tu ta propre famille? J'ai regardé cette femme, ma mère, et j'ai ressenti une pitié soudaine et profonde. Pas pour elle, mais pour la fille qu'elle ne s'était jamais donné la peine de connaître. Je n'ai pas détruit cette famille, ai-je dit, ma voix s'adoucissant presque imperceptiblement. J'ai juste équilibré les comptes. Pendant 30 ans, mon compte avec cette famille a été à découvert. J'ai fait d'infinis dépôts d'amour, de respect, de mes idées, de mon temps, de mon talent, et en retour, j'ai reçu des retraits de négligence, de mépris, et de manque de respect. Aujourd'hui, le compte est fermé. La dette est réglée. La métaphore financière était délibérée, le seul langage de valeur qu'il comprenait vraiment. Il ne s'agissait plus d'émotion. C'était une transaction finale et nette. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte d'entrée, les lattes de parquet poli craquant sous mes pieds. « Où vas-tu » a crié mon père, la voix rauque de défaite. J'ai fait une pause sur le seuil, la main sur la poignée de porte en laiton froid, mais je ne me suis pas retourné. Je ne voulais pas que la dernière image d'eux soit leur visage brisé. Je voulais que ce soit l'arrière de ma tête, alors que je m'éloignais. Je vais vers ma vie, ai-je dit à la porte. Celle que j'ai construite, celle que j'ai méritée. J'ai franchi le seuil, dans l'air frais de l'après-midi, et j'ai tiré la lourde porte en chaîne derrière moi. Le clic solide et final du loquet a été le son le plus doux, le plus libérateur que j'ai jamais entendu, le son d'une porte de prison se refermant, avec tous mes geôliers piégés à l'intérieur. En descendant l'allée familière, je n'ai pas pressé le pas. J'ai pris mon temps. Je suis passé devant le panier de basket où Jessica m'avait toujours battu, parce qu'elle était plus agressive et naturellement douée. Je suis passé devant les parterres de fleurs que ma mère entretenait avec plus de soin qu'elle n'avait jamais entretenu mes sentiments. Je suis passé devant le garage, abritant ma berline raisonnable garée à côté de l'espace vide où se trouvait autrefois la décapotable de Jessica. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur, et je me suis éloigné du trottoir,
sans un seul regard dans le rétroviseur. Je m'éloignais des décombres d'une dynastie construite sur des mensonges. J'avais été l'architecte silencieuse de sa prospérité, il était juste que je sois l'agent public de sa démolition. L'air qui entrait par la fenêtre ouverte semblait plus pur.